Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h01. Merci de nous rejoindre. Ray Vergasque, le délégué Météo France à Mayotte, nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons sur cette conférence qui s'est tenue cet après-midi. Des avancées sont à noter du côté de la météo. On y reviendra, ce sera juste après les titres de la journée. Où vit-on le mieux sur le département? Après le recensement, le PIB, l'INSEE s'attelle à l'immense chantier des données statistiques indispensables au territoire et publie une nouvelle étude ayant cette fois pour thème les villages de Mayotte en 2012. On fait donc le point sur les 72 villages de l'île et vous allez le voir, il y a des surprises. La coopérative des pêcheurs de Petite-Terre renaît de ses cendres une semaine après que les affaires maritimes et la gendarmerie aient saisi 700 kg de poissons indiquant que les pêcheurs étaient en infraction. Le président de l'association Essouf Abdallah et son bureau s'organisent. Une réunion a eu lieu ce matin. Le maire de Dzaoudi l'Abattoir était présent. Et puis quand le Père Noël rend visite à des petits-enfants, des enfants malades, c'est toujours l'occasion d'embrassade et de joie. Comme tous les ans, le Rotary Club se mobilise pour offrir à ses enfants poupées, voitures et autres cadeaux de Noël. Le service pédiatrie du CHM était en fête cet après-midi. C'est un document qui permet de dresser une typologie des villages. L'analyse réalisée par l'INSEE répond à la question « Où vit-on le mieux sur le territoire ?» L'analyse des indicateurs d'activité, de formation, d'aspect du bâti ou d'équipement des logements et des ménages permet de classer les 72 villages de Mayotte en 5 groupes homogènes. Les précisions de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Dans le groupe 1, les conditions de vie sont supérieures à la moyenne. 23 villages y sont inclus, abritant 55 700 habitants, soit un quart de la population mahoraise. Ils sont localisés essentiellement sur le littoral ouest de l'île. La plupart des logements, 80%, sont des logements en dur. Les installations sanitaires sont très fréquentes. 83% des domiciles ont l'eau courante. Le groupe 2, pour sa part, recense l'habitat précaire équipé. Dans ces villages, 40% des logements sont des maisons en tôle contre 32% à Mayotte. Ils sont localisés dans Mamoudzou et sa proche périphérie, ainsi que Petite-Terre, mais aussi dans les villages du sud de l'île. Le groupe 3 s'attelle ensuite au faible accès à l'eau et à la forte croissance démographique. 7 villages intègrent ce cercle, localisé en périphérie de l'agglomération de Mamoudzou. Seuls 62% des logements dispose d'un point d'eau potable à l'intérieur. Le groupe 4, difficile, lui aussi décompte la population en marge du marché du travail, localisé à l'écart de l'agglomération de Mamoudzou. 5 villages concentrent une population de 4400 habitants. Vient enfin le groupe 5 qui détaille les conditions de vie très défavorisées et rassemble 8 villages dispersés sur le territoire et abritant 9400 habitants, 4% de la population de Mayotte. Les habitants y sont particulièrement touchés par le chômage, 50% au sens du recensement de la population. L'habitat est composé à 40% de maisons en tôle et l'équipement des logements est très faible. Oui, alors ce qui est intéressant, alors d'abord il faut préciser que les conditions de vie à Mayotte sont quand même nettement inférieures à ce qu'on constate en métropole et dans les autres départements d'outre-mer. Donc il faut tempérer cette analyse par ce propos. Et quand on a fait notre typologie, on a vu qu'il y avait 5 groupes qui sortaient assez clairement. La vie est donc bien meilleure à l'ouest, c'est en tout cas ce que révèle cette étude. On y apprend aussi que le parc de logements en dur se développe rapidement, plus de 18% en 5 ans. Les logements sont également de mieux en mieux équipés. 94% des logements sont reliés à l'électricité et 70% disposent d'un point d'eau potable à l'intérieur. La part de la population en emploi est aussi hétérogène, de 10% dans le village de Karani, mais de 40% à Mbwenatsa. La coopérative des pêcheurs de Petite-Terre renaît de ses cendres une semaine après que les affaires maritimes et la gendarmerie aient saisi ces 700 kilos de poissons. Le président de l'association Essouf Abdallah s'organise. Une réunion a eu lieu ce matin à la mairie de Dzaoudi l'Abattoir. Objectif, définir rapidement un lieu sûr afin que les pêcheurs puissent tout simplement travailler dans des conditions dignes. Les images sont signées à Bassaliti.
Après des échanges cordiaux, tous sont d'accord. Le point de vente des pêcheurs de la Petite Terre sera bien situé au four à chaud. Ce matin, ils sont plus unis que jamais et ils ont dû faire face à Saïd Marwali, mais également aux représentants de la CAPAM. Les pêcheurs ont ainsi expliqué leur doléance. Ils veulent un endroit sûr, propre, pour exercer leur profession en toute sécurité. Avec le maire de Djaoudi l'abattoir, la décision est prise que le bâtiment sera construit dans cet site, mais pas au milieu du terrain, mais puisqu'il y a encore d'autres projets dans cet site, le bâtiment sera toujours là, mais de manière qu'il ne prendra pas toute la totalité du terrain. À l'ordre du jour également, la possibilité de faire de cette association une société. Il a également été question de la future structure dédiée aux professionnels de la mer. Du côté de la mairie, on indique être prêt à agir rapidement. On n'est pas technicien, donc c'est pour cette raison qu'on a demandé aux techniciens, au bureau d'études, de mieux nous présenter un projet qui serait mieux pour les pêcheurs et sécurisant pour tout le monde. Une semaine après les événements qui se sont déroulés derrière la plage de la station Total, les pêcheurs n'ont donc pas attendu pour riposter. Une autre réunion doit avoir lieu prochainement avec les représentants de la préfecture, cette fois-ci. La CGT forme ses militants et met en place pour la deuxième année consécutive une formation sur les droits et devoirs du salarié, plus précisément sur les personnes en situation de handicap, un travail qui permet aux salariés de se défendre pour garder leur emploi et bénéficier de la même égalité que tous les autres employés. Sur place, Shakila Issouf et Fred Souleymana. Il faut effectivement étudier la position de la personne, les gestes qu'elle fait, et puis voir de quelle façon on peut améliorer le poste de Adapter le cadre du travail à chaque salarié afin de préserver la santé de l'employé et prévoir les risques professionnels et permettre aux salariés de garder leur travail. Cette formation donne les outils aux syndicats pour travailler avec le patronat afin d'améliorer les conditions de travail, car après tout, ils ont un objectif commun, la rentabilité de l'entreprise. Défendre les intérêts des autres salariés. Et ce que j'ai appris, c'est surtout au niveau des obligations des patrons, malheureusement pour l'instant, ils ne suivent pas forcément leurs droits. Qui doit répondre, c'est l'employeur. L'employeur, il doit répondre. Informés et formés, la CGT accueille et accompagne ses militants. Les délégués syndicaux sont en demande de formation. 13 militants étaient en formation ce matin dans les locaux d'Opcalia. Comment fait-on pour rester en bonne santé au travail? C'est la base fondamentale de la formation qui met en exergue le déficit des connaissances sur les obligations patronales et les droits et obligations du salarié. La santé au travail, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire comment on fait pour rester en santé au travail? Et lorsqu'il y a des accidents, lorsqu'il y a des problèmes, lorsque j'ai une maladie du travail, ou lorsque j'ai un accident du travail, ou lorsque j'ai un accident ou une maladie de tous les jours, comment on fait? Donc on apprend, on informe les militants sur les lois, donc les lois qui effectivement sont des lois d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais bien au-delà, toutes les obligations qui sont autour pour que chaque salarié reste en emploi quand il se retrouve en inaptitude. Le fonctionnement du syndicat permet d'être vigilant face au conflit social qui ne cesse de ralentir le travail au sein des entreprises. La CGT espère, grâce à cette formation, faire évoluer les mentalités de ses militants et pourquoi pas faire en sorte que le patronat et les organisations syndicales réussissent à se mettre d'accord plus rapidement. 4e jour de grève du côté de l'aéroport de Mayotte. Les échecs des négociations sont à noter. La journée s'est plutôt bien passée dans l'ensemble puisque 900 passagers étaient sur le départ. Il n'y aura pas eu de gros retard dans l'ensemble, si ce n'est le vol de Kenya Airways. Le dispositif pour assurer le contrôle des bagages et des passagers à l'embarquement a bien fonctionné. En attendant, ce matin, le secrétaire départemental de la CGTMA, Saloum Naouda, ainsi qu'une délégation de la SEAM ont été reçus par le directeur de l'aéroport. Regardez plutôt ces images signées Abbas Saliti. Depuis ce matin, il n'y a plus de réquisition ordonnée par la préfecture pour les personnels de sécurité.
Les négociations ont enfin repris. Plus d'1 heure à débattre, mais pas de protocole de sortie de crise acté. Des avancées sont à noter, indique néanmoins Selim Naouda, qui déplore tout de même les positions fermes du patron de l'aéroport, Daniel Lefebvre. Ce que je regrette tout simplement, c'est que cet homme, il est mal entouré, il est mal conseillé par ses collaborateurs proches qui ont conduit à ce conflit aujourd'hui. Les échanges ont été très riches et nous espérons que l'ensemble des revendications qui ont été émises sur la table auront des réponses pour qu'on finisse enfin avec cette grève qui, même si on dit que ça n'a pas trop pénalisé les compagnies, mais je dis pour l'image de l'entreprise et l'image de l'homme, c'est contraignant. Donc il est temps à ce qu'on finisse avec la situation. 200 personnes travaillent à l'aéroport, dont 56 pour la SEAM, qui compte 25 agents de sécurité. Sans eux, l'embarquement est impossible. Afin d'éviter tout blocage de ce service ultra sensible, la direction avait voulu anticiper notamment en raison d'un récent changement de législation. Le mouvement paraît aujourd'hui isolé, avec des solutions trouvées par la direction pour que le fonctionnement normal de l'établissement ne soit pas altéré. Jusqu'à présent d'ailleurs, les choses auront été parfaitement menées, avec un peu de retard au décollage, tout de même enregistré. À noter des avancées tout de même sur la question des retraites complémentaires. La direction avait évoqué une solution alternative avec un versement de 4% du salaire net, 2% versés par les salariés, 2% versés par la SEAM. Elle a relevé la note avec 2% pour les agents et 3% pour l'entreprise. Cette proposition devrait être validée par les salariés. Par ailleurs, sachez qu'une proposition d'accord va être soumise pour une signature à la DIECT normalement demain. Une crise qui normalement va donc s'arrêter et un protocole qui devrait rapidement être signé. Fin d'année oblige, les politiques présentent souvent leurs vœux. Le président du Conseil général n'échappe pas à la règle, sauf que quand il s'y met, eh bien, on peut dire qu'il ne fait pas les choses à moitié. Le président du Conseil général souhaite pour cette année 2015 le meilleur. Il était ce matin l'invité de la matinale, un président du Conseil général méconnaissable, comme vous allez le voir. Voilà ce que je veux pour 2015. Un Mayotte sous climatiseur. Donc j'apporterai le frais dans chaque foyer. Mais en même temps, je crois que nous avons besoin pour Mayotte d'avoir de l'espérance. Parce que c'est vrai que les années que nous avons vécues, les transitions, cette départementalisation, cette rupéisation, on a besoin chacun de nous d'avoir une âme d'enfant. On a besoin de croire en nos rêves. Et moi, je fais partie de ceux qui croient à mes rêves. Certains me trouveront peut-être ridicule dans ce vêtement. Mais cela montre qu'il faut aussi savoir sortir de son image habituelle et aller vers la dérision. C'est nécessaire, c'est absolument nécessaire parce que le quotidien n'est pas facile, n'est pas facile pour tout le monde. Vous savez, on a 60% de chômage sur le territoire de Mayotte. On a un des territoires où la vie est la plus chère. Donc, on a besoin par moment de s'assurer que la population continue à croire en ses rêves. Parce que le plus grave pour notre jeunesse, c'est si notre jeunesse ne croit plus en rien. Notre jeunesse doit continuer à croire à ses comptes, ne pas être totalement naïf, mais elle doit se dire qu'elle a un avenir qui l'attend. On continuera à reparler de Noël dans quelques instants, mais pour l'heure, il est l'heure de faire un point du côté de l'actualité en bref dans votre journal. La préfecture prend un arrêt réglementant la vente d'alcool. Désormais, ne vend plus d'alcool qui veut, à n'importe quelle heure et n'importe où. Toute personne qui souhaiterait tenir un commerce qui vend de l'alcool aura l'obligation de déposer une déclaration en préfecture 15 jours au moins avant l'ouverture. De plus, tous les commerçants possédant une licence doivent suivre une formation sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boisson afin d'obtenir un permis d'exploitation valable 10 ans. Concernant les horaires, l'ouverture et la fermeture des établissements vendant de l'alcool est strictement encadrée. Enfin, l'arrêté interdit toute nouvelle création, quelle que soit la licence, dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements protégés comme les établissements de santé,
les écoles ou encore les gymnases. L'arrêté note enfin que les exploitants sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles de nature à préserver la tranquillité du voisinage. Une grève couvre du côté de la Somagaz après qu'un chauffeur ait été déclaré inapte au travail par la Médétram 2 semaines après l'avoir déclaré apte. Une aptitude confirmée par un médecin désigné par la préfecture et par un praticien extérieur. La CFDT s'est emparée de l'affaire et rappelle que le chauffeur était le leader de la grève à la Somagaz en 2012. Toujours selon le syndicat, l'entreprise rencontrerait des difficultés financières depuis la réglementation du gaz. Les départs seraient donc les bienvenus. Contacté, la direction de Somagaz n'a pas répondu aux sollicitations. Les salariés préviennent, il y aura une grève si un licenciement est prononcé. Il y a quelques semaines, 4 membres du bureau sur 7 à la Chambre de commerce et de l'industrie avaient démissionné. Leur geste collectif résultait d'une mésentente entre le président et le vice-président Soir Abdou et entraînait la mise en place de nouvelles élections pour choisir un nouveau bureau et un nouveau président. Aujourd'hui, on apprend que la préfecture et le conseil général placeront des fonctionnaires pour remplacer le bureau défaillant, dont les démissions ont été actées. Il n'y aura donc pas de nouveau scrutin avant les dates communes à toutes les CCI de France. Les dossiers seront instruits et montés par les fonctionnaires avec chaperonnage du préfet, mais également du directeur des finances publiques, et les décisions seront adoptées par les élus restants. La Commission européenne a adopté hier le programme opérationnel FEDER FSE 2014-2020 pour Mayotte. Le département est l'une des premières régions à valider son programme européen, fruit d'un travail partenarial important avec le Conseil général et l'ensemble des acteurs locaux. Ce programme dispose d'une enveloppe pour le Fonds européen de développement régional de plus de 148 millions d'euros et pour le Fonds social européen de 65,5 millions d'euros. Composé de 12 axes, ce programme couvre un grand nombre de thématiques: eau, assainissement, gestion des déchets, protection de la biodiversité et du patrimoine naturel. L'enveloppe globale allouée au territoire s'élève donc à 214,4 millions d'euros. C'est Noël au CHM avec le Rotary. Comme chaque année, le Rotary Club de Mamoudzou se mobilise pour distribuer des cadeaux aux enfants hospitalisés. Ainsi, cet après-midi, dès 14h30, le Père Noël est allé à la rencontre des enfants, parfois effrayés, souvent émerveillés. Alors, avez-vous été sage cette année? On va voir ça tout de suite avec Shakila Issouf, Nourdine Abdoulahim et Fred Souleymane. Dans les bras du Père Noël, les enfants prennent conscience que nous sommes en pleine fête de fin d'année. Malgré leur séjour prolongé pour certains au CHM de Mamoudzou, le Père Noël ne les a pas oubliés. Le service pédiatrie n'a jamais été aussi animé. Un sourire, un cadeau et le tour est joué. L'intérêt, c'est de faire plaisir aux jeunes enfants qui sont hospitalisés et qui ont besoin un peu de chaleur dans leur vie et dans leur journée. Donc le Père Noël est venu distribuer des cadeaux pour leur faire plaisir. Et on avait demandé au service pédiatrie la liste des enfants qui étaient présents. Ça nous a permis d'acheter les bons cadeaux aux bons âges. Un événement qui a contribué à faire prendre conscience à l'ensemble des familles que Noël reste une fête pour les enfants, quand bien même ils sont hospitalisés. L'ensemble des agents du service pédiatrie étaient mobilisés pour faire de ce moment un instant magique pour les enfants. Quelques heures pour oublier la maladie, la fatigue, le bonheur de découvrir son petit camion ou son puzzle, devant des parents émerveillés de voir que leurs enfants ne sont pas oubliés. Voilà pour ce sujet Noël. En tout cas, Arvagas va nous le confirmer, il ne neigera pas cette année non plus à Mayotte. Je pense pouvoir faire une prévision avec un indice de confiance de 5. Il ne neigera pas à Mayotte cette année. Merci beaucoup en tout cas de nous rejoindre. On rappelle donc que vous êtes le délégué de Météo France à Mayotte. Aujourd'hui, une conférence d'importance puisqu'il y a de grands changements concernant donc le site de Météo France et concernant les alertes météo tout simplement sur le territoire. Absolument. Alors déjà, vous avez employé le mot alerte. Ce mot alerte va être réservé au message émis par la préfecture. Pour ce qui est de Météo France, on va nous lancer des bulletins de vigilance. On a bien scindé en deux la partie vigilance qui concerne les orages, la pluie, le vent et la houle, de la partie cyclone. C'est-à-dire que pour ce qui est vigilance, on a maintenant 2 niveaux de vigilance. Une vigilance normale, ce qui correspondrait à peu près à de l'orange en métropole, quand vous voyez des images de métropole, et une vigilance renforcée qui représenterait du rouge. Ce qui veut dire que quand même, dans ces cas-là, on est dans des événements qui peuvent être dangereux. Et ces messages ne comportent pas de couleur. On parle de vigilance.
À côté de ça, il y aura des bulletins d'alerte émis par la préfecture pour toute la partie cyclonique. Et là, on continue à garder le code couleur. Il n'y aura plus de vigilance orange, ça ne sera plus réglementairement possible. Il y aura de l'alerte orange ou de la vigilance vent, mais on ne pourra plus avoir de la vigilance jaune ou de la vigilance rouge. Pourquoi ce besoin aujourd'hui d'effectuer tous ces changements? On a l'impression que ça ne semble pas si clair pour nous, en tout cas citoyens lambda, quand on est habitué finalement à ce code de couleur, à ce système. Alors, justement, c'est pour clarifier les choses. Avant, il y avait des bulletins de vigilance, des bulletins d'alerte, on ne savait pas trop qui faisait quoi. Et réglementairement, on était, je dirais, pas hors la loi, parce que c'est un grand mot, mais ce n'était pas dans les gènes de l'établissement. Météo France a la responsabilité de la vigilance. Ça veut dire qu'à partir de là, c'est nous qui diffusons les bulletins sans l'aval de la préfecture. Vous recevrez donc tous les médias maintenant. Une fois qu'on aura décidé de lancer un bulletin de vigilance, ils seront adressés aux médias et à la préfecture, bien évidemment. Non pas comme avant, où ça allait à la préfecture qui décidait de lancer un bulletin d'alerte ou pas. Donc on prend nos responsabilités. Nous, on dit maintenant, il y a de la vigilance. On informe la population, ce qui nous permet de gagner du temps. C'est suite au passage du cyclone Hélène qu'il a été décidé de revoir ce système, ou alors c'était prévu? Non, la réforme est dans les tuyaux depuis déjà 1 an ou 2 et on voulait en fait harmoniser tous les départements et territoires d'outre-mer. Bon, il s'avère que ça n'a pas été possible, donc nous on a commencé par faire une harmonisation avec la Réunion, parce qu'on n'avait pas les mêmes termes. Mais ça n'a rien à voir avec Hélène, c'est une réforme qui est dans les tuyaux depuis déjà quelques mois. Aujourd'hui, on le voit, on est en pleine saison cyclonique. Pourtant, à Mayotte, on ne le ressent pas forcément. Peut-être que par rapport à tous ces événements qui passent à côté de notre territoire, on se sent moins concerné par tous ces changements. Les changements qu'on vient de faire, nous ? Oui. Déjà, la population de Mayotte n'a pas une forte culture météorologique. Je dirais que plus de la moitié de la population a moins de 16 ans et n'ont pas connu d'événements météorologiques dangereux. Je vous parlerai à tous ceux qui ont plus de 40 ans maintenant, qui ont connu le dernier cyclone assez violent, ils s'en rappellent et eux n'ont pas du tout envie que ça recommence. Par contre, les jeunes, eux, les moins de 40 ans, moins de 30 ans, c'est une notion qu'ils n'ont pas. Dans les autres îles, comme à La Réunion par exemple, tout le monde est bien au courant de ce qu'il faut faire. Et c'est là aussi que notre réforme avance, c'est qu'on a mis maintenant un site internet météofrance.yt à la disposition du public. Et toutes les informations que diffusera Météo France seront en direct sur ce site. Et sur ce site, il y aura aussi des conseils de comportement. Parce que pour nous, il n'y a rien de plus... ça nous prend au ventre, je dirais, quand vous faites une bonne prévision de l'orage, par exemple, et que vous apprenez que derrière, il y a 2 morts. On se dit quelque part, on a raté quelque chose. On s'est aperçu que les gens prenaient conscience, voilà, Météo France a prévu de l'orage, mais je fais quoi ? Alors justement, je fais quoi ? Alors je fais quoi ? Maintenant, il y a des conseils de comportement qui sont affectés à chaque événement. Je dirais pour la pluie, ce n'est pas les mêmes que pour la houle. Pour les cyclones, les différentes phases de cyclone, on doit avoir des comportements différents. Et ces comportements sont sur le site de Météo France. Donc il y a une rubrique, un bandeau, comportement en cas d'alerte ou de vigilance, qui sont aussi associés, parce que sur ce site, il y aura une carte de vigilance, où il y aura le bulletin qui explique, et ainsi que les conseils de vigilance. De même que quand on enverra un bulletin à la presse, il sera associé à des conseils de comportement. Donc il faudra que, ça va dépendre des journalistes du temps qu'ils ont, mais qu'ils listent bien les comportements affectés à ce risque. Est-ce que Météo France est assez visible sur le territoire ? Finalement, on a l'impression que quand on est en métropole ou même dans les autres DOM en général, on a ce réflexe de se tourner vers Météo France, de regarder la météo pour savoir ce qui va se passer. Puis à Mayotte, finalement, on passe un peu à côté. Alors, on avait un problème de visibilité, ça je le reconnais. Quand je suis arrivé à Mayotte, on avait une page qui était quelque part cachée dans le site de météofrance.fr ou .com. Maintenant, on a notre propre site, avec nos propres prévisions, nos propres cartes de prévision, nos propres rubriques cyclones. Et je dirais même que Mayotte est un peu à l'avant-garde, parce que c'est un petit département, il a son propre site internet. Si vous allez en métropole, les départements, ils n'ont pas leur site internet. Vous avez l'impression qu'il y a un changement justement par rapport à la population mahoraise vis-à-vis de la météo et de tout ce qui conditionne justement cette thématique. La météo, c'est le sujet de tous les jours. Mais j'entends beaucoup de bêtises à ce sujet-là. Les Mahorais vont chercher l'information sur différents sites et je les comprends puisqu'il n'y avait rien de véritablement officiel.
Maintenant, je le répète, météofrance.yt est à la disposition de tout le monde, et plus vous irez le consulter, mieux ce sera. Et ça devrait être le réflexe. Il y avait cet après-midi dans la conférence de presse une rubrique qui était consacrée au rôle de Météo France dans l'océan Indien. C'est Météo France qui a la responsabilité de la prévision cyclonique. Ça veut dire que si vous allez sur n'importe quel site et qu'on vous fait une prévision cyclonique, ou c'est repiqué sur le site de Météo France, ou ça a été fait par quelqu'un d'indépendant qui n'a certainement pas les compétences pour le faire. Donc la meilleure des moyens, c'est de venir chez nous. Météo France peut se tromper ? Absolument, c'est pas une science exacte à 100%. Et il y a aussi d'autres sites qui font des bonnes prévisions en utilisant d'autres modèles. Mais je veux dire que c'est de notre responsabilité. On a maintenant mis des outils en place justement pour être visible. Ce site internet est là pour ça. Et on compte aussi, en cas d'événement dangereux, sur les médias pour relayer l'information auprès de la population, du public. Merci beaucoup Hervé Gass d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de se quitter, on vous signale tout simplement qu'il y aurait des coupures d'électricité du côté du sud de l'île, du côté de Tsundzou, du côté de Manzarsua et sur une partie de Mamoudzou. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre prochaine édition. Demain, bonne fête à Urbain et à Darius. Dans quelques instants, vous retrouverez la météo d'Ornella Périne, suivi du journal en maoré et du temps de parole consacré au président du Conseil général, Daniel Zaidani. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.